Bienvenue dans PAF, l'émission où on discute et on débat de l'actualité de la semaine. On débattra donc de ce qui a fait la une de l'actualité, les taxis contre Uber ou Uber contre les taxis, Uber Pop en tout cas contre les taxis. On parlera peut-être de savoir s'il faut qu'il n'y ait plus d'élus à partir de 70 ans, s'il faut légaliser le cannabis comme le demande le Conseil économique et social. Et on parlera évidemment, puisqu'on est vendredi après-midi, que cette émission est enregistrée vendredi après-midi, de l'attentat qui vient d'être commis dans l'Isère. Pour en parler, Stéphane Manson de l'UFVSQ, l'Université Versailles-Saint-Quentin. C'est ça, dans l'ordre. Voilà. Il faut mieux le mettre dans l'ordre parce que sinon ça peut prêter à confusion. Florence Bercadeco, choqué du barreau de Versailles, pardon. Jean-Luc Madec. Bonjour Patrice. Ça va bien des Templiers alors qu'ils vont prendre une ampleur absolument phénoménale. Alors on espère, oui. On en parlera dans quelques semaines. Mustapha Arbaoui, bonjour. Bonjour Patrice. Voilà, du club de foot de Trappes et de toutes les pharmacies de la région. Non, c'est ça? Pas tout à fait, mais presque. Sephora Namani, ça va bien, qui est en train de briller. Mais à cause de la chaleur, mais aussi dans ses études, vous êtes en train de finir majestueusement, paraît-il. Enfin, c'est ce qu'il dit, c'est le bruit qui court. Période d'examen, alors espérons que les résultats soient à la hauteur de ce qui se dit. C'est le bruit, qui court dans Ils seront mérités. Oui, absolument, j'y travaille, sérieusement. Voilà. C'est en tout cas le bruit qui court dans toute l'UVSQ. Et Jean-Charles Lajoie-dit, bonjour, éditeur, là, avec deux nouveaux romans policiers, mais pas que, comme vous dites, Ripley, de Jean-Luc Cochet, je le montre, et En main propre, de Jérôme Zolma, en un mot. En un mot, alors, En main propre, c'est l'histoire d'un clerc de notaire d'origine, enfin, un beurre clerc de notaire qui travaillait à Avignon, ou en Avignon, je ne sais jamais ce qu'il faut dire, et est obligé de repartir en Algérie pour aller réaliser une succession. Et ça se passe pas aussi bien que prévu. Il faut l'offrir à Mustapha. Ben voilà. Mais il lit pas beaucoup. Et Ripley, de Jean-Luc Cochet. C'est un roman assez amusant parce que c'est une équipe de cinéma américain qui, pour des raisons syndicales aux États-Unis, se dit qu'il faut absolument qu'ils finissent un film qu'ils ont commencé aux États-Unis. Ils vont le finir en France et ils trouvent qu'à Tarbes, on peut déguiser Tarbes et sa région en une contrée du Middle West. Mais c'est vrai. Ils vont vraiment le grand-mère vivait à Tarbes et ben voilà, ils vont vraiment très américaine. Ils vont vraiment tourner ce film à Tarbes comme si c'était aux États-Unis. Et puis on parlera peut-être d'un livre que vous avez publié il y a quelques mois, ouais. de 2 lignes, de dessinateur de lignes, qui s'appelle Aide Taxi, qui sont des dessins tout à fait réjouissants sur les taxis et qui résument bien la situation d'aujourd'hui. On va peut-être commencer par cet attentat qu'on a appris ce matin, qui s'est déroulé donc dans l'Isère. Attentat, alors, avec deux choses qui semblent assez intéressantes dans cet attentat. Le premier, c'est que d'abord on a arrêté la personne qui est présumée l'avoir commis, enfin qui est vraisemblablement celle qui a commis cet attentat. Donc on va peut-être en savoir un petit peu sur son parcours. On sait que c'est quelqu'un qui avait été repéré déjà par la police dans les années 2005-2006, qui n'était plus fiché depuis 2008, mais que c'est un salafiste, etc. Visiblement une personne isolée qui connaissait bien les lieux. Et puis il y a ce symbole, c'est-à-dire cette décapitation, et puis la tête de la personne qui est décapitée, qui a été accrochée à la grille de l'usine dans laquelle il y a eu l'attentat. Sur ces deux faits, c'est-à-dire isolement, donc difficulté de repérer les gens qui vont faire des attentats, et puis le symbole, est-ce que quelqu'un veut... Moi, je trouve d'abord curieux, mais peut-être que Florence nous en dira plus, mais je trouve ça bizarre qu'on fiche des gens, puis après on les défiche. Alors le type, on sait qu'il a été fiché, mais il ne l'est plus. Je trouve ça un peu curieux, parce que c'est un casier judiciaire, ça reste un peu. Donc là, on sait... Il n'a pas de casier. Non, justement, il n'a pas de casier. Mais alors à quoi servent ces fiches si au bout de 2 ans, on dit bon... Parce que je crois qu'on ne peut pas suivre tout le monde, parce que ça demande énormément de mobilisation pour suivre quelqu'un. J'entendais qu'il faudrait à peu près une vingtaine
de policiers poursuivent quelqu'un à plein temps. Donc, oui, c'est ce qui s'était dit après Charlie Hebdo. Ça, c'est vrai que c'est peut-être un peu exagéré. Mais sinon, l'autre chose vraiment troublante, moi, qui me terrorise, c'était le but, cela dit, mais c'est le côté pied nickelé de ces gens-là. Parce qu'on a l'impression que ce ne sont même plus des vrais, de gros professionnels qui... Non, c'est ça, c'est voilà, un peu et l'impression que c'est à peu près n'importe qui, n'importe quel abruti, n'importe quel type un peu sous la férule de l'islamisme radical, qui se dit, tiens, j'ai une idée, je vais rentrer comme ça, je vais essayer de faire péter des bonbonnes de gaz dans une usine en défonçant la porte avec une voiture ridicule. Enfin, c'est vraiment terrorisant, parce qu'on se dit, ils sont prêts à tout, mais avec un amateurisme qui est effectivement meurtrier, mais qui, moi, m'angoisse encore beaucoup plus quand c'est des et cet groupes amateurisme vraiment bien fait que organisés. c'est de plus en plus difficile Et qu'on n'arrive pourquoi pas pas dire à les impossible trouver, à parce que repérer tout le monde par avance. est Stéphane possiblement... Oui, enfin, en écoutant Jean-Charles, je me dis c'est bien ça qu'on appelle le terrorisme. C'est-à-dire un Absolument. type dans un coin qui surgit de nulle part et qui fait ce qu'il peut pour c'est pas une armée. pour faire le mal. C'est pas une armée. Alors, la France est en guerre, elle l'est pas. Enfin, c'est terrible. C'est une espèce de guerre sournoise assez épouvantable. Et puis alors là, on franchit encore un cran, si tant est qu'on puisse le faire dans l'horreur, avec le symbole dont Avec vous ce parliez. symbole, oui. Oui, ce symbole est intéressant. Enfin, Jean-Luc, non, c'est ça qui vous a frappé, non? On est dans le film d'horreur absolu. Alors moi, je suis comme vous, hein, je n'ai que les informations qui... Oui. là, Alors se voilà, déroulent sur on BFM redit qu'on et est compagnie. enregistré, on est vendredi Voilà. après-midi, donc on ne possède pas encore toutes les on informations voit, là-dessus. on voit les images d'un film d'horreur. On se demande ce qu'il y a dans la tête de ces gens, mais en même temps, on se demande qui les manipule, on se demande pourquoi maintenant. Il vous a pas échappé qu'en même temps, il y a eu un attentat assez horrible en Tunisie, où sur une plage Avec 27 touriste, morts, un fou a moins, tiré à l'arme de guerre sur de braves vacanciers qui étaient là pour profiter de la vie et du soleil tunisien. Donc on se dit, mais que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ces gens? Qui manipule ces individus? Qui leur donne le top départ? Est-ce que quelqu'un leur donne le top départ? Ce qui n'est pas sûr du tout. Bon, écoutez, on va peut-être attendre que nous ayons des informations plus précises sur le sujet. En tout cas, effectivement, le symbole est absolument épouvantable. On est à des années-lumière de la civilisation. Donc voilà, après, c'est trop compliqué de stigmatiser un tel ou un tel. Alors évidemment, les musulmans vont encore être montrés du doigt, ce qui est absolument abominable. En même temps, on sait ce qui se passe sur la planète. On sait que Daesh, l'État islamique, Boko Haram, tout ça font beaucoup parler d'eux en ce moment. Et là, d'un seul coup, encore une fois, on va laisser émerger un événement majeur qui, bien entendu, nous met les nerfs à fleur de peau les uns les autres. Et du coup, nous oublions un certain nombre de problématiques pourtant importantes de la société. Nous avions hier et aujourd'hui le problème d'Uber et des taxis, mais en fait, on parle depuis longtemps de l'ubérisation. Mais oui, mais justement, c'est tout à fait incroyable qu'à des moments où, d'un seul coup, la société se réveille avec des soubresauts, hop, tout de suite, on mette en place une espèce de terreur qui fait qu'on oublie le reste. Je ne sais pas s'il y a de la manipulation. J'espère que non. J'espère que non. Mais en même non, il n'y a pas un grand Manitou. Mais il y a probablement des oppositions d'influence qui font que parfois le fait de nous envoyer comme ça des affaires horribles qui sont très proches du film d'horreur nous permettent d'oublier le reste. J'ai quand même le sentiment parfois qu'il y a de la manipulation de part et d'autre, et ça m'inquiète. Ça m'inquiète énormément. On est là pour le dire, moi je dis, m'inquiète. Non, qu'il y ait de la manipulation, qu'il y ait du symbole, je veux bien. Qu'il y ait de la manipulation pour dire on ne va pas parler d'autre chose pendant qu'il y a ces attentats, ça me paraît un peu... je ne partage pas cet avis, en tout cas. Florence... Tu vas nous dire que les Américains ne sont pas allés sur la Lune. Oui, c'est un peu hasardeux comme... Non, ton raccourci est pas bon, est caricatural. Non. J'ai pas dit que les Américains sont pas allés sur la Lune. Pas plus que j'ai dit que l'homme n'avait pas inventé le feu. Pas plus que j'ai dit que les Martiens étaient sur la planète il y a 5500 ans. Non. Je dis simplement qu'il y a parfois des relations entre un événement et un autre qui sont inquiétantes. Voilà, c'est tout ce que je dis. Florence Mercadet-Choquet. Je me suis un peu sous le choc de ces déclarations-là, parce que je ne les partage pas tout à fait. Ce qui est inquiétant, oui, c'est juste le terrorisme. Je pense que
ça n'a pas été programmé pour essayer de faire parler d'autre chose que des taxis et d'Uber. Sinon, ce serait. Non, faut rappeler qu'il y a eu quand même des appels, des attentats terroristes pendant le Ramadan. Oui. Et que là, on assiste en Tunisie, ici. Il y a aussi une mosquée au Koweït. Enfin, peut-être en effet des attentats. De circonstances. Enfin, voilà, pour répondre à Jean-Charles sur le fichage. Clairement, si cette personne-là ne bouge plus, ne fait plus rien, notamment il a été défiché en 2008, il n'est jamais allé en Irak, il n'est jamais allé en Syrie. A priori, des informations qu'il y avait eu cet après-midi, c'est pas quelqu'un qui a bougé, qui s'est radicalisé apparemment, mais c'est pas quelqu'un qui a bougé. Donc, s'il fait rien, s'il bouge pas, s'il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas de raison de continuer à. Mais bon, enfin, 2008, il y a quand même un certain temps. On a un petit peu l'impression quand même qu'on est beaucoup plus suivi sur la perte de ses points de permis de conduire que sur ses allégeances salafistes. Sur le complot. C'est ça que je trouve un peu curieux. Il y a une extrême efficacité de la police sur certains côtés. On vous dit, mais il y a 15 ans, vous avez fait ça, mais là, le type salafiste, oui, bon, bah, après, bon, on l'a perdu de vue. Tu viens de dire c'est curieux, c'est ça que tu as dit? Oui. C'est curieux, tu as dit. Non, donc tu t'interroges quand même. Oui. Il y a un axe. C'est vrai, et Mustapha, c'est vrai. Ce terrorisme, on l'a déjà évoqué, via Boko Haram, Daesh, c'est une forme de gangrène qu'on laisse prendre comme ça. Tout le monde, il n'y a pas de réellement, il n'y a pas de positionnement. J'ai l'impression que vous êtes tous en train de dire il y a un complot formidable. Il n'y a pas de position suffisamment. Non, c'est pas une histoire de complot pour moi, mais je pense qu'il n'y a pas de position suffisamment tranchée. Je pense effectivement, justement. Par rapport à Boko Haram, par rapport à Daesh, je sais pas, j'ai l'impression que les grands acteurs internationaux devraient encore plus se positionner, que la communauté internationale devrait encore plus réagir. Là, on joue, j'ai l'impression, quelque part, l'avenir de l'humanité, à terme. Quelque part, c'est ça. En France, alors c'est vrai, j'entendais à la radio que le Ramadan pouvait... Je pense que là, pour le coup, c'est toute la communauté musulmane qui doit réexpliquer le message, parce que le Ramadan, ça n'est en rien ça. C'est justement censé être pas fait pour faire des attentats. Un temps de paix, un temps d'apaisement, un temps d'ascèse pour se reconnecter avec les vraies valeurs de la vie et méditer. Donc je pense qu'aussi bien l'État doit se positionner, mais bon, il y a différents dispositifs qui ont mis en place, que peut-être également la communauté musulmane pour réexpliquer le message et que le salafisme se propage moins. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à enrayer vite. Mustapha. Beaucoup de choses ont été dites et c'est vrai que c'est un sujet complexe. Je commencerai par dire que je suis toujours terrifié. On parlait de terroristes tout à l'heure ou de terrorisme. Toujours terrifié d'abord par ce qui peut se passer dans les familles. Je pense d'abord aux familles. On vient de l'apprendre. Ce qui est passé aujourd'hui, on vient de l'apprendre. Aussi bien en France qu'en Tunisie qu'au Koweït. Et je suis toujours à me poser cette question de... Lorsque ça arrive à l'extérieur de la France, ça passe comme une brève, ça passe comme quasiment un événement. L'information est lointaine, du moins elle fait de ligne. Voilà, c'est ça. Et elle est proportionnelle au nombre de kilomètres qui nous séparent. Et lorsque ça nous touche, c'est juste que la distance est juste réduite. Ouais. Mais pour le coup, la déflagration est beaucoup plus importante. Ceci pour dire que, en réalité, c'est un vrai programme. Alors je ne parlerai pas de paranoïa on a parlé tout à l'heure de complot, mais on l'a déjà dit autour de cette table. Je pense, moi, en l'occurrence, qu'il y a une vraie stratégie, une stratégie de ceux qui la mènent. On parlait la dernière fois que ce soit de Boko Haram ou que ce soit des groupes terroristes comme celui-ci. Il y a une vraie stratégie d'aller frapper à un endroit où on peut diviser pour mieux, je dirais, augmenter ses troupes. Pour faire simple. En France ? Pardon ? En France ? Dans le monde. L'idée selon laquelle il y aurait plus d'1 milliard de musulmans, auquel cas il y aura un groupuscule de gens qui sont, pour moi, alors pour le coup, dans la géostratégie, c'est-à-dire qu'on a vraiment affaire à des gens qui sont en train de gérer une géographie et une stratégie. Cette géographie, c'est probablement celle de l'État islamique qui se revendique et qui veulent essayer de s'accaparer. Donc je serais plutôt dans cette idée-là, qu'il y a une vraie stratégie géographique de s'accaparer un territoire, de s'accaparer on va dire, une économie et un vrai pouvoir. Simplement, ils ne sont pas nombreux, il faut augmenter les troupes, auquel cas, il y a une stratégie pour faire partir des djihadistes de France, ou des gens, en l'occurrence, qui vont peupler et se regrouper autour de ces armées, mais en plus, envoyer des éléments qui pourraient nous fragiliser tous,
qui pourrait nous segmenter tous dans la société occidentale, je parle, pas forcément en France, auquel cas, à se désunir, on ne pourrait que servir cette stratégie qui leur permettrait de grossir les rangs. Et donc, il y a une vraie volonté, il y a une vraie stratégie. Pour le coup, j'ai pas d'avis sur la question du complot, mais il y a des gens qui mènent effectivement une stratégie. Ah oui, des gens qui ont une stratégie, moi, c'est ça que je pense. Clair, oui. Et qui ont des symboles. Encore une fois, les symboles de la décapitation. Par exemple, voilà, je suis d'origine algérienne. Que ne disait-on à l'époque? Encore une fois, on l'a déjà dit autour de cette table, mais que le disait-on encore à l'époque? Dans les années 88, 9, 10 en Algérie, où c'était par principe la décapitation qui marquait le plus les esprits. Il y a eu jusqu'à 300, 400 000 morts en Algérie, sur des principes, sur les mêmes, où le terrorisme était une arme, celle face à des puissances, puisque finalement, on pourrait abandonner l'arme nucléaire, on pourrait abandonner tout ce qui protège la nation avec des milliards mis sur la table pour essayer de se protéger autrement. Mais il y a des choix. On a fait des choix d'armement, on a fait des choix de combat, on a fait des choix de sécurisation. Pas forcément mais pas forcément à la réalité et au quotidien. D'où la stratégie de ceux qui veulent combattre une idéologie. Donc je parlais plutôt de plaques tectoniques et de temps en temps, effectivement, ça bouge. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Ah, j'essaye de... Non, mais parce que je veux dire, l'arme nucléaire, enfin après c'est un autre débat. Il n'y a pas que Daesh comme ennemi possible de nos démocraties et de l'Occident. Je veux dire, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a les États-Unis. Enfin, il y a un certain nombre de pays qui s'entendent plus ou moins bien, qui s'entendront plus ou moins bien. Donc, pas juste dire il faut acheter des 4x4 pour aller dans le désert buter Boko Haram ou Daesh. Donc le débat sur le nucléaire, c'est un peu... Est-ce que là, on est en plein débat sur la loi sur la sécurité et le renseignement, qui avait peut-être pris un coup dans l'aile avec les écoutes américaines. Enfin, voilà, on s'est dit, est-ce qu'on est obligé de faire ce que font les Américains? Est-ce qu'on va pas dépasser ce pourquoi ces lois sont faites? Est-ce que, évidemment, avec ce genre d'attentat, ça renforce ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans le renforcement de la sécurité et du renseignement? Non, Florence? De toute façon, la loi a été votée, il n'y a pas eu de débat, parce qu'elle a été votée comme un seul homme, alors qu'elle a été votée le lendemain de l'annonce sur les écoutes américaines. Ouais. Donc ça n'a pas tellement fragilisé le projet de loi, et on a les écoutes américaines, on vote le projet de loi et on a l'attentat. Donc on a tout dans la même semaine. Mais je veux dire, en fonction des faits, les jugements sur les lois peuvent varier. Oui, et puis ce qui est étonnant, c'est qu'aux États-Unis, ils ont... au contraire, essayer de contenir un peu les écoutes, puisqu'ils ont revoté, il y a 15 jours, 3 semaines, le Patriot Act, qui venait à expiration. Donc ils ont dû revoter le Patriot Act, et ils ont fait en sorte de limiter justement les écoutes pour qu'elles soient moins générales et moins massives. Et nous, on va voter une loi qui est à la limite un degré au-dessus par rapport à la nouvelle loi américaine, où on va avoir, nous, plus d'écoutes massives et larges. Enfin, on va voir après derrière ce que dira le Conseil constitutionnel. Mais, voilà, tous les spécialistes du terrorisme, tous les policiers ont l'air favorables à ce genre de loi. Maintenant, est-ce que ça va permettre d'éviter ce genre de... là, on voit bien que c'est des individus isolés. Parce que ça existe. Enfin, je veux dire, là, la loi ne fait que légaliser des pratiques qui existent, de toute façon. Donc, je ne suis pas certaine, dès lors que ça existe déjà, que ça va changer changer par rapport aux sur le plan libertés. technique. Exactement, sur le plan technique. Stéphane, non? Oui, enfin, moi je pense qu'il y a eu une assez grande naïveté, et pour le coup, il y a eu de la manipulation dans le discours politique, mais ça fait partie du jeu, sur ce texte, qui est plutôt un bon texte, qui en effet a pour mérite de mettre un peu de règles là où il n'y en avait pas du tout, tout en sachant, là encore, de manière non naïve, que ces règles... elles ne seront peut-être pas franchement respectées de manière scrupuleuse. Puis alors sur l'écoute des chefs d'État par les États-Unis, là aussi, c'est une tempête dans un découdre. On découvre un truc qui a toujours existé. On découvre quelque chose que nous faisons. J'avais parlé de cela il y a quelques années avec un journaliste qui s'appelle Jean Guinel, que vous connaissez. Alors, et lui disait... défense, mais évidemment, tout le monde le fait. Celui qui ne le fait pas, il a tort. La seule règle, c'est de ne pas se faire prendre. Et la France est d'ailleurs... réputée pour le faire de manière assez efficace, notamment en matière d'intelligence économique. Alors ce qui est un peu plus troublant dans ces histoires, c'est quand on apprend quand même que les Allemands ont écouté Airbus Industries, qui est quand même un groupe européen et franco-allemand, pour le compte des Américains. Là, en revanche, je trouve ça troublant.
Les écoutes industrielles, ça me semble plus dangereuses souvent que les écoutes de chefs d'État ou de surtout, oui, pour collecter des informations qui sont sans doute sans aucun intérêt. Mais ça va, vous? Non, c'est juste pour rebondir sur le dernier propos de Jean-Charles, qui voudrait clore chaque discussion à sa guise. Je continue à le penser. Il y a moyen de réfléchir et pas rester tout le temps dans une pensée à la fois unique et en même temps rétrograde. C'est vrai que les temps changent. Je suis convaincu, pour ma part, qu'on devrait peut-être mettre plus de moyens sur finalement les armes de demain, c'est-à-dire le renseignement. Auquel cas, moi, je souscris à ce que tu disais, à ce que vous disiez, pardon. C'est vrai que finalement l'arme. Peut-être que vous pouvez lui dire tu, on ne sait pas. Comme ça, à l'antenne, on peut à l'antenne, ouais. Voilà. C'est pour pas exclure les téléspectateurs. Voilà. Donc je disais. Moi, je considère qu'il y a des moyens maintenant à s'adapter. Oui. Je pense que l'argent mis dans le renseignement aurait plus de sens. L'argent mis dans des combats, dans des armes de proximité aurait plus de sens pour moi que les conflits nucléaires qui sont très onéreux et qui probablement ne sont pas à l'échelle des vraies menaces. C'est juste une phrase. Et probablement pas à l'échelle de la France. C'est juste une manière de dire on peut peut-être revoir les choses parce qu'après tout, c'est très mouvant. Encore une fois, la stratégie, c'est l'art de s'adapter à son environnement. L'environnement change et probablement qu'on aurait à y penser. Mais c'est juste une interrogation. Je ne suis pas un spécialiste. De l'armement. Mais le renseignement. Je te dis juste, regarde un petit peu ce que font les Chinois et comment les Chinois s'arment et comment la Chine bouge et tu verras que. Tu changeras peut-être d'avis. On ne va pas faire un débat sur l'armament, mais sur le nucléaire en l'occurrence. Mais c'est juste une question. C'est-à-dire c'est une bonne question. Est-ce qu'on a des moyens adaptés aux véritables défis qui nous sont posés? Et c'est une excellente passerelle pour aller probablement sur le sujet qui nous intéressera après, qui est l'ubérisation de la société. Vous n'êtes pas passionné par ça? Mais oui, bien sûr que je suis passionné, mais en même temps, non, parce que tout à l'heure, j'ai cru que vous alliez nous dire qu'il y a une ubérisation du terrorisme. Ce qui n'est pas faux. Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, les États-Unis ont une avance considérable en matière de technologie. Oui. Considérable. Et aujourd'hui, les Américains sont en train de nouveau de devenir les maîtres du monde sur le plan politique, sur le plan de la défense et sur le plan marchand. Et ça, c'est le résultat d'années et d'années de recherche dans la fameuse Silicon Valley. C'est aussi que les États-Unis ont permis l'émergence de très grandes sociétés comme Apple ou Microsoft, et qu'aujourd'hui, grâce à des technologies sur lesquelles ils ont pris une avance considérable, ils contrôlent la planète. Et ça, pour le coup, c'est dangereux. Et je vais vous dire, sur l'enseignement, bien entendu, mais mon opinion sur le sujet, si je peux en avoir une, évidemment, mais elle ne concerne que moi, à titre strictement personnel, c'est que l'Europe n'a jamais été foutue de se mettre à la hauteur des États-Unis pour avoir une technologie comparable, alors que nous en avions les moyens, mais hélas, nous n'avons pas mis les moyens politiques pour le faire. Et le résultat, c'est que, alors que nous avions à la fois les moyens financiers et surtout les compétences humaines pour le faire, nous n'avons jamais été ces dernières années, notamment ces 10 dernières années, en capacité de mettre en face des grandes puissances américaines ce qu'il y avait lieu de mettre en place pour lutter dans le domaine du renseignement, dans le domaine de l'armement, mais aussi dans le domaine marchand, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, quand nous parlons d'Uber, d'Airbnb et de bien d'autres, puisqu'il y a une bonne trentaine d'exemples de sociétés de même nature, ils ont pris le pouvoir absolu. Quand vous voyez qu'une société comme Uber aujourd'hui est cotée en bourse à 42... Oui, mais comme ça, à 42 milliards de dollars, 42 milliards de dollars pour Uber, excusez-moi, c'est la valorisation de France Télécom aujourd'hui. C'est 1500 employés chez Uber, c'est 160 000 chez France Télécom. Bon voilà, à un moment donné, il va bien falloir quand même que le débat public se mette sur ces sujets qui sont en train de transformer la planète à un tel point que si nous ne réagissons pas, non pas au niveau de la France, mais au niveau de l'Europe, on est fichu dans les 10 années qui viennent. Au niveau de l'Europe, en effet, c'est mal parti, vu ce qui s'est passé à Bruxelles dans la nuit de jeudi à vendredi, pour trouver un accord sur des choses qui pourraient paraître presque plus simples. Un mot juste, parce que je crois qu'on n'aura pas le temps de parler du beurre. C'est Julien Lepers qui a parlé du beurre et de l'argent du beurre. Oui, tout à fait. De l'argent du beurre. Et Julien Assange, alors, est-ce qu'il faut parce qu'il y avait une réponse aux États-Unis qui était assez amusante. C'est Lepers.
Et j'ai eu la chance qu'il y ait des gens qui disent mais pourquoi on lui donne pas tout de suite la nationalité française? Ça aurait été une réponse qui avait un peu de classe aux États-Unis, aux échos des États-Unis. En un mot, parce que je voudrais qu'on parle d'un autre sujet assez vite. En un mot, il n'y a aucune raison de lui accorder quoi que ce soit. Je veux dire, il n'est pas menacé de mort, il vient pas d'un pays qui soit une dictature, il n'est pas en danger. Quand même. Non, mais il n'est pas en danger. Le seul truc, c'est qu'il est accusé de viol en Suède. Je veux dire, pour l'instant, ça me paraît léger comme raison pour l'accueillir ici. Un petit peu poursuivi par les États-Unis. C'est pas parce que tu es poursuivi par un pays. Les États-Unis sont une démocratie, c'est pas grave. Non, mais il risque pas sa vie. Certains disent ça aurait été une réponse comme ça assez amusante, que vous mangez pas beaucoup de pain et qui faisait un peu. Moi, je préfère qu'on accueille un migrant de plus, un vrai qui est vraiment dans la merde, que Julien Assange, honnêtement. Alors, franchement. Oui, accueillir un migrant de plus, ça n'ennuie pas les États-Unis. Non, mais le but, pour moi, mon but n'est pas d'emmerder les États-Unis. Là-dessus, vous allez en parler ou vous en fichez? On s'en fiche, mais de quoi? Non, Julien Assange, il faut l'accueillir ou pas? Enfin, moi, j'ai le Oh, s'il veut, moi, on pourrait l'inviter. On pourrait l'inviter ici, Ce serait pas mal. Le sentiment que j'ai, c'est qu'il drague la France en l'occurrence. On sent que il appelle à la France. Il appelle la France à être très vigilante. Il appelle la France à regarder les choses de plus près. On a l'impression qu'il y a un regard tourné vers la France, voire mieux. J'ai le sentiment qu'il préparerait éventuellement quelque chose pour servir la France. C'est à ça que je pense. Ah. Bien sûr, Jean Charles, probablement que Jean Charles aurait des choses à arrêter sur le sujet. On en reparlera. Si on parlait d'Uber et des taxis. Alors, Uber Pop, puisqu'il s'agit d'Uber Pop, c'est-à-dire de ceux qui font le covoiturage, qui ne sont pas des chauffeurs professionnels. Uber a d'autres chauffeurs qui sont des chauffeurs professionnels contre les taxis, contre lesquels les taxis ne sont pas contents, mais enfin contre lesquels il n'y a pas d'action juridique. François Hollande a dit ce matin même que les voitures de ces chauffeurs seraient saisies. Donc le gouvernement est prêt à aller jusqu'au bout pour faire respecter la loi. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce conflit? Est-ce que c'est d'abord la violence peut-être? Est-ce que c'est le fait qu'il y ait d'un côté de l'illégalité et puis de l'autre des taxis qui sont un peu aux abois? Est-ce que c'est le débat entre le libéralisme d'un côté et peut-être des gens qui sont trop taxés de l'autre? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce débat? Il y a plusieurs angles pour aborder ce sujet. Je vais prendre celui-ci, j'espère qu'on n'en voudra pas, mais c'est celui-ci qui m'intéresse. En l'occurrence, c'est les professions réglementées. C'est plus ça qui m'interpelle, moi. Il n'y aurait pas de sujet si on les remboursait tous de leur plaque de taxi. En gros, tous ceux qui avaient un taxi à 100 000 ou 200 000 euros, si on les remboursait demain matin, je pense que le sujet serait plus du tout. Il faut expliquer que les 200 000 euros, c'est un marché intérieur au taxi. C'est pas le coût d'une licence, c'est quand ils se revendent entre eux. Parce qu'évidemment, il y a un numerus clausus qui empêche aux autres de s'installer. Simplement, moi, j'ai connu. Comme taxi. J'ai connu, encore une fois, au travers des gens que je fréquente, des gens qui sont pas en capacité d'avoir une start-up ou d'avoir une grosse entreprise ou probablement même de trouver un boulot, ont décidé de se lancer dans les taxis. Ouais, et pour ça, ils ont bossé. D'abord, ils ont bossé parce qu'il ne faut pas tasser. Et à une certaine époque, il n'y avait pas le formation. logiciel, il y avait une formation, il fallait apprendre le nom de rue, etc. Donc ils ont bossé. Ensuite, il fallait acheter la licence. Une fois qu'on a fait tout ça, on se sent chef d'entreprise, on a sa voiture et on travaille. Et d'un seul coup, vous avez un système que je ne mets pas forcément en cause, encore une fois, mais c'est cette idée selon laquelle il y a des gens qui sont capables de prendre une voiture demain et d'avoir une possibilité, en concurrence pour eux déloyale, de faire le même métier, c'est-à-dire de conduire des gens moyennant une rémunération. Voilà, donc c'est ça finalement le fond du sujet, parce que ces mecs-là, s'ils étaient remboursés de leur plaque, je pense qu'ils prendraient Uber tout de suite et ils feraient de la même façon. Et ça me fait penser. Il y a le fait aussi que les conducteurs d'Uber Pop sont quand même hors la loi, si je peux dire, non? Mais ce que je veux dire, c'est que si demain les taxis étaient remboursés de leur plaque, tout le monde rentrerait dans un système finalement qui serait à peu près à l'identique, mais on y mettrait des règles. Là, on est obligé de mettre des règles beaucoup plus importantes parce qu'on considère qu'on est dans une concurrence déloyale, auquel cas il y a des règles supplémentaires. Mais si demain tout le monde était au même niveau, à mon sens, il y aurait moins de sujets. Par contre, à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser qu'il y a d'autres professions réglementées. On peut penser à la pharmacie, par exemple, avec des numerus clausus, avec des implantations sur le territoire de façon géographique. Et de la même façon, on pourrait imaginer que demain... Oui, il peut y avoir une ubérisation. Une ubérisation du système. Ouais. Donc en fait, c'est on en parlera peut-être après. Mais je vais m'arrêter là, mais c'est un peu ça l'angle sur lequel je vais c'est fort.
on dit qu'un des gros clients des Uber Pop, c'est notamment les étudiants, parce que voilà, vous les trouvez facilement et c'est moins cher. Un des gros clients et je pense même un des gros fournisseurs, parce que au-delà de, ça prolonge un peu ce que disait Mustapha, on se retrouve un peu un clivage entre ceux qui ont du travail et ceux qui n'en ont pas, parce que qui conduit les clients d'Uber? Ceux qui n'ont pas de travail. Il y a beaucoup de chômeurs qui font ça, des gens pour avoir de l'argent, des gens qui veulent avoir un peu d'argent en complément, ou même des jeunes. Combien sont les gens qui ont fait des études, qui ont des masters et qui sont au chômage aujourd'hui? Il faut bien faire quelque chose, il faut bien manger, l'argent tombe pas du ciel. Donc c'est aussi un moyen comme un autre. Donc nous, ça nous permet de nous déplacer à moindre coût et ça peut nous permettre également de gagner de l'argent. Alors j'entends bien le désarroi de ces chauffeurs de taxi qui ont payé, qui se sont endettés sur 10, 20 ans pour certains, pour payer leur licence. Et qui malheureusement n'arrivent pas à faire leurs chiffres et qui se disent mais comment je vais faire? Mais c'est vrai que d'un autre côté, pour ceux qui n'ont pas d'argent ou pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est aussi c'est une solution. Non, c'est le principe des ruptures technologiques. Moi, je me souviens de la règle à calcul. J'ai passé mon bac avec une règle à calcul. J'imagine le type qui faisait des règles à calcul à l'époque et qui avait des industries qui produisaient. La calculette est arrivée le lendemain, il a fermé. Je pourrais donner des exemples comme ça de ruptures technologiques où des industries, des pans entiers de la technologie ancienne est tombé devant une c'est vrai qu'il y a un élément technologique qui est Internet. Il y a rupture. Ensuite, il n'y a pas simplement rupture, il y a aussi l'idée que il y a des contrats de travail, il y a des choses qui protègent, sauf que la protection, parfois, qui est importante, on en a suffisamment parlé autour de cette table, des charges sociales et de la protection sociale. Simplement, il y a des gens qui les mettent en concurrence directe. Et on revient encore à cette idée qu'on développait la dernière fois, sur sur l'intermittence du travail. D'une part, et puis l'hypocrisie de tout, c'est-à-dire que tout le monde va au mieux-disant, tout le monde va au prix, et on ne voit pas les conséquences de nos propres actes. Je pourrais parler de la grande distribution versus le petit commerce, je pourrais parler de l'industrie du livre versus les taxis eux-mêmes, versus Internet. Probablement, ils achètent des choses. Tout le monde va au mieux-disant. Voilà, donc à un moment donné, c'est très compliqué. Ils étaient les premiers, à l'époque où moi je prenais encore des taxis, ils sont les premiers à dire la musique c'est génial, je la télécharge gratuitement, vous êtes un abruti, vous continuez à acheter des disques. Voilà, donc on a tous des contradictions internes. Bon, après, le truc est un peu curieux, c'est ce débat avec il y aurait des chauffeurs professionnels et des chauffeurs pas professionnels. Je vois pas la différence entre professionnels et non professionnels. Alors, justement, peut-être. Non, légalement, mais sinon, ils connaissent pas plus Paris que n'importe qui. Il n'y a plus un chauffeur de taxi qui pourrait travailler sans GPS. Enfin, ça n'existe plus. C'est des boîtes auto dans toutes les voitures. Non, mais la différence entre Uber et Uber Pop, et le service Uber Pop est quand même assez différent, parce que sur Uber, les chauffeurs Uber, ils doivent fournir un casier judiciaire, ils ont une formation, ils ne font que ça. Et ils sont en auto-entrepreneur, ils sont les VTC. Donc eux, ils sont parfaitement carrés par rapport à la loi Thévenot. Voilà. Là, ils sont des auto-entrepreneurs. Sauf qu'ils n'ont pas acheté leur licence. Ils n'ont pas acheté de licence, mais ils ont d'autres règles. Et puis c'est encadré par la loi Thévenot le jour où elle sortira on n'a pas le droit de les retenir, etc. Le jour où la loi sortira du Conseil constitutionnel. Et en revanche, le service Uber Pop, c'est 3 clics, on est chauffeur, pas de casier, on ne demande rien, il n'y a pas d'assurance, ils déclarent pas. On n'est pas assuré pour transporter. On n'est pas assuré pour transporter. Et les gens, en général, c'est pas grand-chose, c'est des rémunérations assez faibles et qui sont pas déclarées. Donc on a déjà 2 décisions. Il y a une décision du tribunal correctionnel de Paris qui est du mois d'octobre 2014. Dont Uber a fait appel, parce que Uber a été... Uber fait appel de toutes les décisions. De toute façon, il gagne du temps, c'est parfait. A fait appel de cette décision qui était sur des pratiques commerciales mensongères. Parce qu'en fait, Uber vendait au départ le service Uber Pop en disant c'est du covoiturage, alors que c'est du transport de taxi. Enfin, je veux dire, donc là, ils ont été condamnés à 100 000 € d'amende et ils ont interjeté appel de cette décision. Après, on va voir aussi ce que va dire le Conseil constitutionnel sur Thévenot qui interdit justement ces services-là. Et ensuite, Uber a été condamné aussi par le tribunal de Californie. Et ça, c'est beaucoup plus grave pour Uber. Oui, c'est beaucoup plus grave pour Uber parce qu'en Californie, qui est le premier marché, c'est sur son territoire et c'est le premier marché d'Uber, le tribunal de Californie a condamné il y a une semaine ou 10 jours Uber en disant les chauffeurs sont des salariés. Donc en requalifiant en contrat de travail, et donc ça peut mettre par terre, et ça c'est extrêmement grave pour Uber, parce que tout le système économique, tout le modèle économique d'Uber tombe, parce que c'est 1 million de chauffeurs. Donc si ça devient 1 million de salariés, c'est plus du tout le même schéma économique. Et là, ils sont plus en danger, je pense,
pour le moment, sur ce terrain-là, au niveau de la décision de Californie, parce qu'après, ça peut faire une traînée de poudre. Et ici, il suffit qu'il y ait des chauffeurs, entre guillemets, Uber ou Uber Pop, qui viennent dire, mais en fait, lien de subordination, etc., arrivent à prouver le lien de subordination, et tout va être qualifié en contrat de travail par les conseils de prud'homme de France. Donc là, il y a un véritable enjeu sur le modèle économique d'Uber par rapport à cette décision. Jean-Luc, je vous laisse la parole dans un instant. D'abord que Stéphane, voilà, sur ce conflit, comment vous le voyez-vous? Moi, je vois un peu au-delà de la question des taxis, où on vient d'en parler. C'est sur cette, et je rejoins les propos de Florence, sur cette économie dite collaborative, qui fait que beaucoup de gens s'émerveillent de ce truc-là en disant. Oui, on dit c'est une nouvelle économie qui est en train de naître. C'est sympa parce qu'on va créer des écosystèmes dans lesquels il n'y a plus de consommateurs et plus de producteurs, mais on est tous un peu consommateurs et un peu producteurs. Bon. Amazon fait un truc du genre où on vous dit tiens, en sortant du travail, vous ne pourriez pas porter le colis à son destinataire parce que vous êtes à côté. Parce que vous êtes à côté, c'est sur votre chemin. Ouais. Et ils le font aux États-Unis pour $2 de l'heure au maximum. Hein, ça, c'est le taux le plus élevé. En attendant, évidemment, Amazon fait ses choux gras de ce système-là. En écoutant Florence tout à l'heure aussi, je repensais aux déclarations de Jacques Attali la semaine dernière, qui disait qu'au fond, son modèle, le modèle d'avenir, c'était l'intermittent du spectacle, et que le salariat ne serait désormais réservé qu'à une élite extrêmement d'exception, et qu'il fallait s'en réjouir parce que chacun pourrait désormais prendre en main son destin. Vous n'avez pas l'air de vous en réjouir. Moi, c'est pas le modèle vers lequel je tendrais naturellement, mais on parle d'une économie du partage. Moi, je vois plutôt là le partage des miettes ou des quelques miettes qui restent. Oui. Hein. C'est-à-dire que c'est aussi les plus pauvres, ce que disait un peu Séphora tout à l'heure. C'est-à-dire que ça attire aussi des gens qui n'ont pas de boulot par ailleurs, qui ont besoin de joindre les deux bouts. Voilà. Donc c'est une exploitation aussi des plus faibles d'une certaine façon. Exploitation, j'en sais rien parce que c'est. Enfin, qu'est-ce qui vaut mieux? Rien ou ça, je ne sais pas. Non, oui, mais ce que je vois, c'est qu'en face, les profits qui sont réalisés. Le vocabulaire marxiste, parce que comme ça, ça fleure bon un peu. Bon. Mais face à cela, il y a des profits énormes qui sont faits. Et des profits énormes. Et on a bien une évolution là, du modèle social et du contrat de travail, parce que là, on voit bien, ce sont des gens qui vont accumuler des heures pour arriver à faire tant d'heures par semaine. Donc on n'est pas avec un contrat avec tant d'heures, c'est on va aller piquer à droite à gauche des heures pour les accumuler et faire son planning. Les gens sont prêts à beaucoup travailler quand, de l'autre côté, on nous propose de passer aux 32 heures. C'est fabuleux, ça. Ah, ça, on va en parler peut-être tout à l'heure, parce que c'est peut-être un autre modèle. Mais Jean-Luc Thibouillet... Non, pas du tout, je ne joue pas, mais bon, en même temps... Mais cela dit, en gros, tout le monde est à peu près d'accord avec vous. Mais en même temps, vous savez, on ne freine pas le progrès. On ne freine pas le progrès, comme on n'a pas freiné les machines à vapeur, le moteur à explosion, l'aviation, enfin, le téléphone, la télévision, c'est le progrès. Donc, ce que Stéphane appelle tout à l'heure l'économie collaborative, effectivement, rentrera dans les mœurs. Ce qui, moi, m'effraie, c'est qu'il faut attendre que les taxis se foutent sur la figure avec les VTC ou avec Uber Pop pour que d'un seul coup, on découvre que, oh là là, il y a un problème, on est en train de révolutionner le monde marchand. Sauf que ça fait 10 ans, avec la technologie numérique et l'émergence de ce qu'on appelle le commerce digital, qu'on sait très bien que la révolution, on l'a pas devant nous, elle est là, maintenant. Donc, et elle a émergé réellement depuis environ 5 ans. C'est bien ce qui fait que personne n'a de vraie réponse, parce qu'elle est devant nous, elle est là, non? Alors là où moi je suis révolté, révolte-toi, c'est qu'il est du rôle des politiques et des organisations professionnelles dans tous les domaines que d'éclairer le chemin de la société. Bon, vous connaissez mon avis sur le problème français, qui est l'absence d'école intermédiaire, on ne va pas y revenir. Mais en même temps, si nous étions suffisamment éclairés, probablement que nous ne serions pas aujourd'hui à regarder en témoin les violences perpétrées par nos amis. Le gouvernement est assez ferme, là. Oui, mais le gouvernement est ferme trop tard. Le gouvernement aurait dû être ferme il y a 5 ans. Non, la loi Thévenoud est inapplicable et tout le monde le sait. Et en plus, Thévenoud ne concerne que les taxis, alors que tous les domaines d'activité, ou presque, sont impactés. Donc, à un moment donné, moi je dis, ce qui se passe aujourd'hui dans la violence, c'est dommage, mais là, ça se passe, on ne va pas refaire l'histoire. Vous les comprenez?
Non, je ne les comprends pas, mais en même temps, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ces types-là n'ont pas d'autre moyen de se faire entendre que d'aller dans la violence. Dommage. En même temps, c'est dans la culture française depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Maintenant, donc vous les comprenez un peu, donc. Pour terminer, je voudrais simplement dire ceci. Nos politiques, quelle que soit leur couleur d'ailleurs, pas plus que nos représentations professionnelles, n'ont vu venir ou n'ont pris conscience de la réalité d'une révolution majeure que nous sommes en train de vivre maintenant. Alors je demande simplement, et c'est un message que j'envoie, ce n'est pas un principe comme ça arrêté, je dis, il faut que les personnels politiques et que les organisations professionnelles prennent conscience que nous vivons actuellement une révolution majeure dans tous les domaines de la société et en particulier dans le domaine marchand. Ça va transformer considérablement la société occidentale, mais les Chinois et l'ensemble d'ailleurs du continent sud-est asiatique est en train de prendre de l'avance sur nous. Et donc si nous ne prenons pas les mesures maintenant pour permettre à nous... Alors les mesures, c'est d'abord de poser sur la table la réglementation qui aujourd'hui fait que vous avez... C'est ce que fait le gouvernement là. Non, ils ne le font pas. Oui, ils le font trop tard. Ils le font trop tard. Moustapha disait à juste titre, il faut rembourser les licences taxi. Bien sûr, il faut le faire. 8 milliards. C'est 8 milliards. Bon, d'accord, c'est impossible. Alors, c'est parce qu'on trouve tout impossible qu'on n'avance plus. Oui, on ne bouge plus. Résultat des courses, on se fout sur la figure. On est en train d'avoir des comportements violents. Non, on est en train d'avoir des taxis qui balancent des pavés. Ne caricaturez pas des gens qui bossent et des gens qui sont dans l'injustice. Non, non, non. Moi, je suis dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Je peux vous dire que les hôteliers sont aujourd'hui autant impactés que les taxis. Mais non, mais bien sûr que non. Mais Jean-Charles, on ne peut pas avoir un débat. On ne peut pas avoir un débat de cette nature. Ce débat-là ne sert à rien. Non, mais Uber, c'est les maisons d'hôtes. Mais c'est Airbnb. Donc, ce qui est important, c'est quoi? C'est de se dire simplement qu'à un moment donné, il faut que nos responsables politiques et nos représentations professionnelles aient une vraie vision sur l'avenir et que nous nous préparions aux modifications que nous devons avoir. Ça passe par la réglementation, il faut la changer. Ça passe par nos comportements, il faut les changer. On ne peut pas être en permanence à vouloir tout moins cher et se dire que l'économie va aller quand même. Parce qu'à un moment donné, quand l'argent ne circule plus et qu'il n'y a plus d'argent, il se passe quoi? Tout le monde est dans la précarité. Donc si on ne veut pas ça pour nos enfants et nos petits-enfants, il est temps de bouger nos fesses. Voilà, c'est tout. Là-dessus. Autre élément, c'est que moi j'ai l'impression que ça fonctionne bien, au moins pour ceux qui l'ont mis en place, parce que ça donne le sentiment qu'il y a plein de gens qui s'agitent et il y a une entreprise qui siphonne par le haut, auquel cas, non seulement ça précarise les gens, les acteurs, mais en plus ça siphonne cet argent qui, lui, n'est pas fiscalisé, voire repartirait dans des paradis fiscaux, auquel cas, ça serait... donc la question que je pose, c'est, il n'y a pas moyen de mettre un système à la française, concurrent. En gros, c'est réfléchissant sur des systèmes adaptés, concurrentiels. Nous en sommes donc à poser des questions. Oui, mais au moins à travers... Vous voudriez faire un Uber français, quoi. Pardon? Vous voudriez faire un Uber français, c'est ça? Non, mais encore une fois, il y a un modèle qui a été avancé par Uber. Ça me paraît pas être extraordinairement compliqué que d'imaginer des choses. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que on parle d'Uber, enfin il y a d'autres VTC. Je pense surtout à cette idée selon laquelle l'argent serait siphonné sur le territoire français et irait dans des paradis fiscaux, probablement sur des entreprises à fiscalité différente. Au moins, ça resterait sur le territoire. Ça ne règle pas le problème. Et avec je parle pas essentiellement américaine, technologie essentiellement américaine. Quelle technologie? Il y a deux sujets. Vous savez, c'est le grand principe du data system. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des machines considérables. C'est mondial, c'est pas non. Ce sont les Américains qui détiennent tout ça, mes amis. Enfin, quand vous parlez d'Uber, quand vous parlez de TripAdvisor, de Booking, de Trivago, etc., tout ça, ce sont des boîtes américaines. Et nous avons, nous, la capacité de pouvoir lutter contre ça à l'échelon européen. Non, si l'Europe se rassemble, nous avons la capacité d'en faire autant. Oui, si l'Europe se rassemble. C'est justement ça le problème. Oui. Non, mais sur les taxis... et qu'on bosse et qu'on propose quelque chose plutôt que de penser qu'on va pouvoir arrêter finalement nous plaindre cette déferlante. déferlante. Nous n'avons pas fait le travail. Sur les taxis, je pense qu'il y a quand même une solution par rapport à leur licence. Je veux dire, quand on a supprimé la profession d'avoué, les avoués, ils avaient des charges, et dans le cadre de la suppression de la profession d'avoué, qui sont devenus avocats. C'est quoi la profession d'avoué? La profession d'avoué, c'était les gens qui avaient le monopole sur les cours d'appel. Sur les cours d'appel. De représentation sur les cours d'appel. Et ça n'existe plus. Et donc, ça a été... Et les charges ont été rachetées. C'est-à-dire que
Moi, c'est quand j'avais un procès, étant pourtant du barreau de Versailles, ayant un procès à la cour d'appel de Versailles, j'étais obligée de prendre un avoué à la cour d'appel de Versailles. Voilà. Cette profession a été supprimée, et quand ils ont supprimé la profession, il a fallu dédommager les avoués. Il a fallu dédommager les avoués parce que c'était endetté pour acheter des charges. Ouais. Voilà. Et donc, ils ont bien trouvé un système pour les dédommager. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne réfléchit pas à un système Il y a le même problème avec les notaires aujourd'hui. Mais les notaires, les huissiers. Pour défendre un peu l'atmosphère, je vous montre ce dessin de 2 lignes. Alors, comment reconnaître un taxi? Là, vous avez le taxi anglais. Le taxi new-yorkais au milieu et le taxi français. Vous en pensez, bande de cons? Connard, voilà. C'est un des très très bons dessins de lignes dans ce livre qui s'appelle Heb Taxi. C'est vrai que, ce que vous disiez, Stéphane, ce à quoi on assiste aussi, c'est ce que disait Jean-Luc, c'est aussi un changement de société, quoi, un changement d'économie en tout cas. Est-ce qu'on peut, le problème c'est ça, c'est qu'on peut résister. Est-ce que c'est pas un débat au fond entre le libéralisme pur et dur, parce que Uber Pop c'est un peu ça, c'est des gens qui payent pas, voilà, qui s'installent sans passer de formation, sans payer de charges, etc. Ça, c'est de l'illégalité, quand même. Ça va plus loin que ça. C'est réellement, finalement, par la technologie, d'autres voies sur le quotidien, pas seulement d'ailleurs dans le domaine marchand, aussi dans le domaine de la communication. Regardez sur Canal, c'est rigolo, quand ils présentent les Guignols, ils disent « Bienvenue sur l'ancêtre de Internet ». Oui. Hein, bon voilà, ça signifie bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Internet, qui, je vous le rappelle, est détenu par les Américains en grande partie, Google c'est américain, et aujourd'hui est en train de tout transformer. Regardez l'information. Là, nous sommes vendredi, nous avons été informés de l'attentat il y a 2 heures à peu près, ou 3 heures, et d'un seul coup, nous avons, grâce à Internet, les informations au fur et à mesure, tout de suite, alors qu'il y a encore 5 ans, c'était impossible. Donc, ça transforme considérablement notre quotidien. Il faut en tenir compte. On ne reviendra pas en arrière. Il y a quelques années, le Premier ministre aurait pu aller voir un match de foot sans que personne ne Absolument, mais voilà, tout va tellement vite. Donc il faut vraiment que nous ayons la capacité maintenant, nous, notre génération, et je parle pour Sephora bien entendu, qui est la plus jeune d'entre nous, de lui permettre d'avoir un avenir plus serein. Parce que là, moi, j'aurai l'âge de Sephora, j'ai peur. Donc, mais j'ai peur, oui, j'ai peur. Et j'ai peur pour elle. Donc notre travail à nous les anciens, voilà, notre travail à nous les anciens, c'est de permettre à Sephora et à ses enfants de pouvoir avoir un avenir qui soit plus serein et un peu plus prévisible qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on se lance dans l'inconnu. Alors, j'ai pas peur, mais je suis consciente du fait qu'aujourd'hui, le CDI, c'est du luxe. On signe un CDI, on est très, 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 très heureux, quand bien même les tâches auxquelles on serait préposé ne nous plairaient pas. J'ai conscience qu'il n'y aura pas de retraite. Il va falloir travailler tout du long, longtemps. On en a conscience. On va vivre plus vieux, on va avoir on va nous mettre des choses Non, mais au-delà de ça, même pour travailler, j'ai bon nombre de mes amis qui ont tous des masters, qui ont fait HEC, Sciences Po pour d'autres, qui sont au chômage. On a conscience que maintenant, les études ne sont même plus un passeport suffisant pour être sûr d'obtenir un travail stable. Disons quand même qu'elles permettent plus d'avoir un travail que ceux qui n'ont pas fait d'études. Il y a quand même un gap important. Enfin, il faut quand même le souligner à chaque fois parce que c'est plus une garantie comme ça. C'est plus une garantie, non. C'est pas un travail assuré, mais il y a moins de chômage. Il y a moins de chômage chez les gens qui ont fait des études que chez les gens qui n'en ont pas fait. Et il faut quand même le rappeler parce que sinon, voilà. C'est surtout qu'on partage plus simplement sur le territoire français. Avant, on avait l'impression qu'en France, on partageait le travail qui était en France entre Français. Aujourd'hui, le travail en France est partageable sur toute la planète. Donc on a à la fois des délocalisations, voire des entreprises sur la France qui sont faites par d'autres. Donc on sent bien que tout se partage et tout se mondialise. Donc il y en a de moins en moins pour ceux qui restent. Il y a pire que ça, à mon avis, et c'est pour ça que je pense beaucoup à Sephora et à sa génération. C'est que lorsque nous avons inventé la machine à vapeur et le moment où on a commencé l'industrie, il s'est passé 50 ans. Entre le moment où on a inventé le moteur à explosion et le moment où la voiture est devenue un bien populaire, il s'est passé 70 ans. Entre le moment où on a inventé l'avion et le moment où on a transporté 100 ou 200 personnes dans un avion, il s'est passé 60 ans. Là, entre le moment où la technologie numérique est mise en place et le commerce digital est en train d'imprégner nos vies quotidiennes, il s'est passé 5 ans.
Voilà. Et donc, le rythme est sacrément différent. Par conséquent, nous devons, nous, notre génération, en tenir compte, être conscients de ça et arrêter de faire l'autruche, ce que font, hélas, beaucoup de nos amis. Le rythme et la démographie. Parce qu'on est de plus en plus nombreux et il faut partager. Justement, alors, un mot, puisque vous parliez tout à l'heure de Christiane Taubira, qui a dit, elle n'a pas fait un projet politique, elle a dit, je rêve d'une société où on pourrait travailler 32 heures par jour. Ça avait l'air de vous sembler totalement aberrant. Dément. Ah bon? Ben, je vois pas en quoi c'est une solution. Alors on a choisi de passer sur un format 35 heures en disant comme ça on va créer de l'emploi. Est-ce que de l'emploi a été créé? Est-ce que ça a été une solution? Non, j'ai pas l'impression. Donc je vois pas en quoi les 32 heures seraient une solution. Si vous prenez les courbes à long terme, il y a un parallèle total entre la baisse du temps de travail et le plein emploi. Ouais, mais alors sur des générations. Non, mais évidemment, après, on en parle mal parce qu'on en parle par la loi, on a imposé les 35 heures par la loi, mais la baisse du temps de travail, entre la baisse du temps de travail et le plein emploi, il y a une parallèle absolument. Mais dans des pays où on est des... En France, dans tous les pays occidentaux. Bien plus grave que ça. 35 heures, c'était déjà une catastrophe. 32, ça serait encore pire. Parce que les 35 heures ont complètement dévalorisé l'idée qu'on pouvait s'éclater dans son travail. C'est-à-dire qu'on est passé à une espèce de fausse société de loisirs. On a dit aux gens, les gens sont très attachés aux 35 heures. En disant, le boulot, moins vous en faites, plus vous aurez le temps de faire autre chose. Donc ce n'est surtout pas dans le boulot qu'il faut s'épanouir. Ce qui est absolument dramatique parce que du coup, je veux dire... On sait que les salariés français sont les plus productifs. Oui, ils sont les plus productifs. Le temps réel aux États-Unis, c'est 30 heures, je crois. Je crois qu'en Allemagne, c'est 31 heures. De s'éclater dans son boulot. Parce qu'on parle du travail à plein temps, mais il n'y a pas que du travail à plein temps. Et d'entendre Taubira dire que ce serait bien de pouvoir aller à la plage, c'est vraiment tragique. Moi, je suis assez frappé qu'on ne veuille pas jamais ouvrir ce débat sous prétexte qu'il y a eu en effet une loi qui était ridicule sur les 35 heures parce que ça procédait d'en haut et que ce n'était pas comme ça qu'il fallait procéder. Mais l'idée de la réduction du temps de travail en soi, elle n'est pas totalement ridicule, me semble-t-il, économiquement. Ce que je veux dire, c'est que le travail, c'est bien. C'est bien quand on a un travail intéressant. C'est bien. Donc pourquoi en faire le moins possible? Non, mais c'est bien, mais une société peut être aussi fondée sur autre chose que le travail. Il y a eu d'autres propositions. Par exemple, on est avocat, mais si on pouvait être avocat seulement 1 heure par jour, ce serait merveilleux. Je pense que c'est peut-être un peu dommage. Peut-être que Florence est contente de travailler et peut-être que son travail l'intéresse. J'espère. Et que donc cette idée de 32 heures est ridicule. Mais est-ce que la question, c'est pas de dire pourquoi est-ce qu'on doit fixer une durée du travail. Est-ce qu'on ne peut pas dire dans chaque entreprise, parce que la durée du travail dans l'entreprise X, Y ou Z n'est pas forcément la même, il n'y a peut-être pas forcément le plan de charge dans les... Et est-ce qu'on ne peut pas... Non, mais dire dans chaque entreprise, on fixe la durée du travail en fonction du travail de la production, parce qu'on n'a pas la même chose dans une usine, dans une société où il n'y a que des consultants, il n'y a pas la même durée du travail, il n'y a pas le même investissement. Donc plutôt que de dire tout le monde à 35 heures ou tout le monde à 32 ou tout le monde à 39, il y a peut-être une question de fond. Là où on se plante, c'est quand on fait des lois générales. Mais voilà, c'est ça. Donc, est-ce qu'on peut pas aussi... Ça existe déjà sur certaines entreprises. Et puis après, les gens font des heures sup, ça rejoint cette idée. Mais pas en dessous. Pas à 32, parce que tu peux avoir des entreprises qui peuvent dire, oui, non, moi, en fait, si tout le monde, je peux avoir peut-être plus de monde, tout le monde à 30 heures ou à, je sais pas. Il y a toujours un certain pourquoi s'accrocher à cette durée Il y a toujours un gros mépris des gens qui nous gouvernent pour le peuple, le bas peuple, en disant, mais il faut arrêter de travailler, surtout à gauche. L'idée, c'était, il faut arrêter de travailler à 58, 59, 60 ans maximum. Les gens qui nous proposaient ça, on avait 70, étaient ministres depuis 40 ans. Maintenant, on nous dit, il faut bosser 32 heures par semaine par des gens qui sont censés bosser 90 heures par semaine. En tout cas, c'est ce que veut nous faire croire Mme Taubira. Donc, pourquoi est-ce que ce qu'elle propose aux autres, elle ne se l'applique pas à elle, qu'elle soit ministre pendant 32 heures? Il y a peut-être aussi l'idée de réduire le chômage. C'est toujours ces grands projets de société. Les gens s'en excluent en disant, c'est pour les autres. C'est pour les gens un peu moins intéressants, pour les gens qui ont des boulots moins intéressants que ministre, je pense, ou qu'avocat. Mais c'est méprisant. Ou pharmacien, ou qu'éditeur. Oui, par exemple. Enfin, en tout cas, la réalité, c'est que la réduction du temps de travail a mis effectivement un grand coup à la notion de valeur du travail. C'est-à-dire que clairement, et Jean-Charles là-dessus a raison, certains. Non mais attendez, moi je vis dans un univers qui n'est pas le même que le vôtre. Moi, mon univers à moi, c'est environ 1 million de salariés quand même dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Je peux vous assurer qu'à partir du moment où nous avons été soumis à la réglementation sur la réduction du temps de travail, ça a changé considérablement les comportements. Donc moi, je suis pas défavorable à la réduction du temps de travail, à condition qu'on le réorganise. Mais il faut le réorganiser de façon sensée par des
coordination à l'intérieur même de l'ensemble des secteurs d'activité. Et le nôtre de la restauration n'est pas le même que celui de l'avocat ou que celui de l'universitaire. Un mot de Stéphane là-dessus, et puis Moustapha pour conclure peut-être. Non, il faut pouvoir parler de tout. Lancer des débats sur tout. Et puis il faut laisser venir les idées et puis ne pas mettre une chape idéologique là-dessus. Quelqu'un parle de ça, on a l'impression qu'il dit. Voilà, alors la valeur travail, machin, l'autre a déjà fait ça, travailler plus pour gagner plus, mais ça n'a pas mieux marché, me semble-t-il. Mais parlons de tout. Il faut voir. Moustapha, pour conclure. Il a raison. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Baisser le temps de travail, c'était pas créer plus d'emplois, c'était partager l'emploi. Oui. Sauf que la première des techniques dans une entreprise, c'est d'augmenter la productivité. Auquel cas, on baisse le nombre d'heures travaillées, on augmente la productivité et ça neutralise tout le monde. La vraie question, c'est de savoir est-ce qu'à 32, on aura les moyens d'une productivité accentuée, auquel cas on sera d'aller vers un plus grand partage. C'est la question, mais moi je rejoins surtout Florence. Florence a raison. 32 heures par semaine. Mais non, mais c'est juste que Florence a raison. Faisons quelque chose de plus. Il a raison, Moustapha, il y a de la productivité, mais la productivité, elle peut être obtenue par autre chose que par le travail humain. Enfin, on le sait bien maintenant aujourd'hui. Je parle de productivité au sens général, c'est-à-dire par l'humain et par la machine. Et par la machine. Enfin, la machine est en train de mais qui sont américaines. Qui sont allemandes. Merci. Merci à tous les 6. On a raison d'être 7 sur ce plateau parce qu'il faisait un peu frais. Donc, on s'est tenu chaud pendant toute l'émission. Merci à tous et on se retrouve, je crois, dans 15 jours.